Chers amis du Dessous des cartes, voici une leçon de géopolitique, un entretien pour mieux comprendre les grands enjeux de notre époque. Aujourd'hui, combien de révolutions en Iran? Pour quelle liberté? La réponse en quelques dates clés. Et avec vous, Clément Terme, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, enseignant, spécialiste de l'Iran. Première date de ce voyage dans le temps, 1941. Que se passe-t-il à cette date en Iran? Qui est et où en est à cette date la dynastie des Pahlavis? Alors, la dynastie des Pahlavis a été instaurée en 1925 et donc 1941, c'est la transition entre le pouvoir du père Reza Shah, qui était un modernisateur autoritaire, qui voulait moderniser la société par le haut, notamment le dévoilement forcé des femmes et la construction de l'État moderne iranien. Il reste aujourd'hui une référence dans l'imaginaire national du pays. Et son fils, par contre, a été installé dès les débuts en 1941, la date que vous évoquez. Ce n'est qu'après 1953 qui va prendre petit à petit son autonomie et transformer son pays en grande puissance. L'Iran sera à l'époque le gendarme du Golfe. 1963, Clément Terme, le Shah lance ce que l'on a appelé la Révolution blanche. De quoi s'agissait-il? Le Shah va lancer la Révolution blanche, un grand projet en 6 points en 1963 qui va menacer les intérêts du clergé avec la réforme agraire, avec un projet de modernisation de l'économie et d'amélioration de la condition féminine. Sur le plan des droits des femmes, on observe des progrès significatifs avec une loi en 1967 qui va donner le droit aux femmes iraniennes au divorce, leur permettre d'accéder à l'éducation, favoriser leur accès au travail. Le voile n'est pas obligatoire à l'époque. J'en viens à cette date clé 1964 et ce personnage clé de l'histoire contemporaine iranienne, l'ayatollah Khomeini. En 1964, Khomeini est contraint à l'exil, précisément pour s'être dressé contre les régimes du Shah. À l'époque, que représente Khomeini pour les Iraniens? Il a un titre religieux très élevé. Il est un personnage politique réactionnaire. Il s'oppose au régime du Shah parce que c'est en contradiction avec les intérêts pécuniers du clergé. Khomeini, dans les années 40, n'était pas forcément opposé à la monarchie et son projet d'État théocratique va être théorisé plus tard en Irak. Mais à l'époque, les contemporains, les professeurs d'université, comparaient Khomeini à une sorte de Gandhi. Ils pensaient que quand il rentrerait en Iran, il irait à Rome pour travailler à sa spiritualité. Précisément, Clément Terme, que se passe-t-il en Iran entre 1964, l'exil de Khomeini, et 1979, la révolution islamique? Alors on voit une effervescence de mouvements politiques de l'extrême gauche, donc dans toute sa diversité, et on voit des mouvements religieux qui s'apparentent à l'islam politique, si vous voulez, donc des frères musulmans chiites pour le coup, et donc un clergé extrêmement minoritaire qui se politise. Ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'il était impossible d'anticiper la révolution islamique, la révolution religieuse qui va avoir lieu en 1979, parce que les mollahs, les clercs, n'étaient pas perçus comme une grande puissance. En effet, la grande date de rupture, c'est 1979 et l'instauration de la République islamique d'Iran en totale opposition, au fond, avec le régime précédent. Comment est-ce que les Iraniens ont vécu une telle rupture? On est dans une situation où on n'a pas anticipé et donc la chute est une surprise pour tous, pour les Iraniens y compris. Une fois le Shah parti, les premières divisions commencent à apparaître, notamment sur cette question du voilement forcé des femmes. Donc les premières manifestations de protestation, ce sont les femmes iraniennes qui ne veulent pas perdre leurs droits. Le régime nouveau qui s'installe à Téhéran est un régime obscurantiste et le régime se ferme peu à peu aux journalistes et dès 1982-1983, les forces roménistes vont prendre le contrôle de ce mouvement, éliminer tous les autres groupes d'opposition qui ont contribué au renversement du Shah. Et pour cela, ils vont se servir d'une escalade révolutionnaire avec la prise d'otages de 444 jours des diplomates américains à Téhéran, qui est l'acte fondateur de la diplomatie du nouveau régime. Schématiquement, Clément, est-ce que vous pouvez nous résumer comment fonctionne ce régime avec le guide suprême d'un côté, le président de l'autre, tout le système des gardiens de la révolution? Expliquez-nous. Le guide suprême, c'est le véritable chef de l'État. L'Iran n'a connu que deux chefs de l'État depuis 1979, l'ayatollah Khomeini de 1979 à 1989
et l'ayatollah Khamenei depuis 1989. Ce qu'il faut savoir, c'est que le guide suprême, il est là pour assurer la garantie et la survie du régime de la révolution islamique. Le président, c'est plutôt un exécutant, une sorte de premier ministre français. Donc on est vraiment dans un schéma où le guide suprême va dominer par rapport au président, et le président va plutôt être un outil de manipulation du régime vis-à-vis de l'extérieur. Il y a le Conseil des gardiens de la Constitution, qui est l'institution clé, qui filtre, si vous voulez, l'entrée dans le système en fonction d'un critère très vague et très flou, la conformité avec l'islam. Et c'est en cela que les élections ne permettent pas une véritable alternative démocratique, parce que le Conseil des gardiens filtre les mouvements politiques qui peuvent participer. Ensuite, vous avez une idée de Khomeini qui est de diviser les forces armées. Il va créer une armée régulière, qu'on appelle l'Artèche, et une armée idéologique, les gardiens de la révolution. L'Artèche, l'armée régulière, est une armée classique qui vise à défendre l'intégrité territoriale du pays, alors que les gardiens de la Révolution sont une armée mondiale. L'objectif est de défendre les valeurs et les idéaux de la révolution islamique. Ensuite, ils vont faire du voile obligatoire un des piliers fondateurs du régime. À partir de 1983, une loi va formaliser cette obligation, et ce seront les Bassidj. Eux, ils travaillent sous l'autorité des gardiens de la Révolution, les Pasdaran. Et donc les Bassidj vont réprimer ce qu'on appelle les femmes mal voilées. Cela deviendra la brigade des mœurs à partir de 2005. Prenons à présent la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle en Iran, que l'on décrit souvent comme une alternance de présidents dits modérés et de présidents dits conservateurs, toujours bien sûr sous la tutelle de l'ayatollah Khamenei. Quelles sont les grandes dates clés pour la vie politique iranienne dans cette période-là, Clément Terme ? 1997, avec l'élection du réformateur, entre guillemets, Khatami. Même s'il s'est agi très largement d'un réformisme sans réforme, il y a quand même permis une respiration de la société, une plus grande liberté dans la presse, mais toujours avec un État profond et un État superficiel. Que le guide conserve la réalité du pouvoir et il utilise, entre guillemets, le modéré que pour se rapprocher économiquement de l'Occident. Mais l'idée, c'est toujours d'empêcher que ce rapprochement n'aille trop loin, de le contrôler. Donc c'est quand même l'époque où l'Europe va devenir le premier partenaire commercial de l'Iran. Donc c'est ça la fonction, si vous voulez, des modérés, mais tout en gardant la capacité à contrôler l'ouverture. Il y a une date très importante, 1999, et surtout l'été 1999, avec ce mouvement ou cette révolution ou cette révolte étudiante. Quelles sont alors ses caractéristiques ? Alors, la première caractéristique, c'est que le président modéré, Khatami, ne va pas défendre les étudiants. Il va défendre la répression. C'est une forme de massacre. Il y a eu vraiment les forces idéologiques du régime qui ont tué les étudiants qui se révoltaient. Vient ensuite la période 2005-2013 avec la période de Mahmoud Ahmadinejad. Lui, clairement, est défini comme un dur, comme un conservateur. Qu'est-ce que ça veut dire, là encore, cette période pour l'Iran et pour les Iraniens ? C'est le retour de la pureté révolutionnaire. Alors, il y a un contrôle plus strict de la société. Le fait qu'Ahmadinejad, qui conteste l'existence de l'Holocauste publiquement, qui fait des déclarations fracassantes sur Israël, qui déclare qu'il n'y a pas d'homosexuels en Iran, c'est toute une série de clarifications sur la nature du régime qui vont gêner les Occidentaux dans leur stratégie de dialogue. Et donc, c'est la période où des sanctions économiques vont être mises en place. Donc, si vous voulez, l'Iran devient infréquentable pendant cette période. Donc, c'est le départ des grandes entreprises européennes. Donc, l'Iran se tourne vers l'Asie, vers la Russie, et Ahmadinejad, finalement, est le symbole de la répression et de la clarification. Avec cette date clé de 2009 et de ce que l'on a appelé la Révolution verte, un soulèvement suite à la réélection précisément de Mahmoud Ahmadinejad. Le pouvoir est accusé de fraude électorale par les manifestants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de cet Iran-là ? 2009, c'est une insulte pour le peuple iranien. Le guide décide d'imposer son candidat et de nier le choix de la majorité de l'opinion publique. Donc il y a une clarification sur le rôle des élections dans un régime autoritaire. Les classes moyennes, les élites intellectuelles, scientifiques du pays ressentent un grand sentiment d'injustice puisqu'ils se sont mobilisés pour élire le moins pire finalement. 2013-2021, l'Iran rentre encore dans une autre ère, c'est l'ère de Hassan Rouhani. Lui est un président modéré, c'est l'époque de l'accord sur le nucléaire iranien avec un certain relâchement, notamment des règles
sur le code vestimentaire, avec un assouplissement, je crois, sur le port du voile. Là encore, pourquoi parle-t-on d'une période où les espoirs ont été déçus? Alors c'est l'espoir de l'accord sur le nucléaire et de cette réouverture vis-à-vis de l'économie internationale. Et donc, les entreprises européennes vont certes investir le marché iranien, mais le retrait de Donald Trump à 2018 va clarifier la situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'attirer les grandes entreprises internationales, d'utiliser le dollar et en même temps d'insulter les États-Unis. Et donc cette clarification va être certes une cause de dégradation de la vie économique en Iran, mais elle est très largement exagérée en Occident, puisque les revendications à l'époque, notamment à l'hiver 2017-2018, première grande mobilisation des classes populaires contre le régime, il n'y a aucun slogan contre les sanctions économiques occidentales. Tous les slogans sont adressés au régime iranien et aux guides. Et donc on passe d'un espoir de réforme ou d'un changement de régime pacifique à mort au dictateur. On est dans une violence populaire qui s'explique par le désespoir. Et donc Rouhani aussi, ça marque son échec, parce que c'est lui aussi qui va, comme Ratami avait réprimé le mouvement des étudiants en 1999, Rouhani est co-responsable de la répression du grand mouvement qui fera 1500 morts selon Reuters de novembre 2019. 2021, c'est l'élection d'Ebrahim Raïssi avec un durcissement de la police des mœurs. On dit qu'il serait d'ailleurs pressenti pour succéder au guide suprême Khamenei si celui-ci mourait à cause de son grand âge. Cette dernière ère de la vie politique iranienne, celle dans laquelle on est, pourquoi, selon vous, a-t-elle amené les événements que nous sommes en ce moment en train de suivre? Alors c'est d'abord un mouvement national qui touche à la fois les grandes villes, les étudiants et les petites villes. Donc il fait la synthèse des trois mouvements que nous avons évoqués. Le mouvement des étudiants de 99, le mouvement des classes moyennes pour la démocratisation en 2009 et le mouvement des classes populaires en 2017, 2018 et 2019. L'autre aspect, c'est que les femmes représentent la moitié de la population, donc il est impossible de gouverner contre la moitié de la population. Le taux de soutien du régime est estimé autour de 13%, et donc aujourd'hui, la surenchère sécuritaire en cours est très risquée pour le régime, parce que cela va aggraver les problèmes économiques du pays. Donc on est entré dans une phase de répression qui va produire des nouveaux soulèvements qui seront à nouveau réprimés. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire. Le port du voile obligatoire fait partie de l'identité idéologique du régime. Donc c'est pour ça que la plupart des observateurs s'accordent pour dire que c'est une question quand même existentielle pour le régime de la République islamique. Et enfin, il y a la possibilité d'un changement de régime par le bas. C'est que les autorités qui sont dans le déni vont être obligées de prendre en considération l'existence de ces groupes sociaux qui se mobilisent contre lui et devra atteindre un certain degré de tolérance par rapport à une autre manière d'être iranien. Merci beaucoup Clément Terme d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur spécialiste de l'Iran et vous avez notamment consacré un ouvrage aux relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979 en 2012, sans oublier ce dernier livre, Iran, la nouvelle donne, publié en 2014. Merci à vous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité et on se retrouve très vite pour une nouvelle leçon de géopolitique. À bientôt.